Vivre et mourir, c'est l'inéluctable condition humaine. Nos rêves d'éternité sont vains. Alors même si cela est douloureux, il faut parfois penser notre mort. Nous sommes ici au cimetière de la Roberto à Strasbourg, un cadre apaisant pour évoquer un sujet souvent passionnel. À Reims, l'affaire Vincent Lambert nous le rappelle encore une fois, le débat sur la fin de vie est extrêmement compliqué en France. Alors peut-on choisir sa mort? C'est la nouvelle question d'Enquête de Région. Au sommaire, l'affaire Vincent Lambert. Ce Marnais en état végétatif depuis un accident de voiture. Au-delà du cas judiciaire, l'histoire d'une famille qui se déchire, une histoire d'amour aussi. Confrontés à des douleurs insupportables, certains organisent leur suicide dans d'autres pays. En Suisse, on appelle cela la mort volontaire accompagnée. Nous reviendrons en France pour mieux comprendre le système des soins palliatifs, à l'hôpital, en maison de retraite ou à domicile. Une vie qui s'écrit au jour le jour. Le matin, je me réveille, je dis tiens, t'es toujours en vie. Et puis, invité exceptionnel de cette émission, Jean-Luc Romero-Michel, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Il nous expliquera son combat pour le droit à l'euthanasie. Son nom est associé à un combat. Vincent Lambert est en état végétatif depuis un accident de voiture. L'évoquer, c'est poser la question pour ou contre l'euthanasie. Une procédure judiciaire oppose d'ailleurs les membres de sa propre famille. Rachel, son épouse, et ses parents, épuisés par des années de procès, n'ont pas souhaité nous répondre. Mais d'autres proches l'ont fait, d'abord pour témoigner de leur amour. À travers eux, pour la première fois, nous avons voulu vous raconter l'homme. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Pour lui, c'était une non-vie. Ça a été programmé. Sa mort a été programmée. La responsabilité médicale, si on ne veut pas d'autres excès, c'est savoir arrêter les soins qu'on peut considérer comme déraisonnables. La décision qui a été prise, elle doit s'appliquer. J'ai l'impression que je suis assez anesthésié. Voilà, au début, j'ai l'impression de me battre pour lui. Après, que ça pouvait servir à quelque chose. Après, j'essayais d'aller le voir parce que je me disais que c'était pas respect pour lui. Voilà, et puis maintenant, quand je vais le voir, c'est vrai que je me sens totalement inutile. Ces paroles sont violentes. Difficile pour François Lambert de mettre d'autres mots. Chaque visite à son oncle est une souffrance. Chaque regard partagé avec lui est douloureux. C'est bien de se rappeler qu'au final, il y a quelqu'un qui est lui-même aurait décrit comme un légume, qui ne changera pas, qui n'a aucune évolution possible, qui a plein de problèmes physiques qui font qu'on n'arrête pas de lui donner des médicaments, des traitements pour qu'il puisse continuer de vivre le plus longtemps possible, en sachant pertinemment qu'il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Vincent Lambert a 42 ans. Il vit ici depuis 7 ans au sein de l'unité de soins palliatifs et post-relationnels de l'hôpital Sébastopol de Reims. Vincent Lambert, un prénom et un nom prononcés, utilisés, récupérés parfois, un homme devenu public par la force des choses. Une situation qu'il aurait détestée, lui le grand discret. Toute sa famille le décrit ainsi, pudique, en retrait, n'aimant pas l'affrontement, voulant juste tenter de construire une vie, sa vie. C'était quelqu'un qui était énormément sensible aux difficultés des autres. Il était très attentif aux autres. Je pense que c'était son moyen d'exprimer ce qu'il avait au fond de lui. C'était un être généreux, qui se donnait beaucoup aux personnes vulnérables d'ailleurs. Très sensible, très introverti aussi. Il était très dans les apparences, très propre sur lui et tout ça, et très poli. Donc il essayait de ne pas dire les choses, mais dès qu'il sentait qu'il pouvait dire les choses, il y allait, c'était à 100%. Dans l'humour, ouais, il était trash. Mais c'était un truc qu'on avait tous les deux, on s'engrainait l'un l'autre sans s'en rendre compte. Mais moi, quand je faisais des blagues, il trouvait ça trash et choquant. Et puis quand lui faisait des blagues, j'ai trouvé trash et choquantes ces blagues. Vincent voit le jour avec autour de lui déjà 2 fratries. Son père et sa mère ne vivent d'ailleurs pas ensemble à cette époque. Sa petite enfance se déroule ainsi, dans ce flou familial. Avant lui, 5 enfants, ses demi-frères et sœurs. Vincent, lui, est le grand frère d'Anne, Marie et Joseph,
Une famille très nombreuse où il faut trouver sa place. Je pense que Vincent a vécu des choses difficiles dont je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'était quelqu'un de tourmenté. Il faut savoir que c'est le fils aîné d'une deuxième fratrie qui, au départ, n'a pas été reconnue par mon père, mais par le premier mari de ma belle-mère, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans en nommant papa 2 personnes, qu'il est allé vivre avec mon père quand il avait 6 ans, mais sans qu'il y ait d'affection très grande, en tout cas manifestée de la part de mon père. Il a beaucoup souffert de ça. Je pense que pour papa, je pense que pour lui, c'est très certainement une sorte de rattrapage, d'un raté dans sa relation avec son fils. Là-dedans, il y a quelque chose de sincère, qui peut être faux et sincère. Pour ses parents, maintenir Vincent en vie aujourd'hui serait donc une façon d'affirmer cet amour. Un amour et une existence familiale vécue souvent loin les uns des autres. Vincent, comme beaucoup de ses frères et sœurs, est entré à l'âge de 12 ans en pensionnat. Des écoles comme celle-ci, très ancrées dans ce que la famille appelle la religion. Des institutions hors cadre de l'éducation nationale et gérées par la fraternité Saint-Pie X, une mouvance intégriste non reconnue par l'Église catholique. Entre amour et idéologie, Vincent acquiert son indépendance discrètement. Il n'était pas frontal avec ses parents. Il était en quête de liberté, mais il voulait de la distance, je pense, avec ses parents. Il les voyait de temps en temps, mais c'est vrai qu'il était assez renfermé. Il n'était pas... Il essayait d'obtenir sa liberté sans déranger personne, j'ai l'impression. Enfin, sans avoir à demander l'autorisation, sans avoir à se confronter à quelqu'un qui l'empêcherait de l'avoir. Comme je pense peut-être qu'il avait un peu parfois des difficultés à exprimer ses sentiments, il le faisait de manière un peu brutale, parfois un peu brute. Et quand il nous a annoncé la future naissance de sa fille, moi on venait d'avoir des jumelles et il était sur le pas de la porte, il m'a dit au fait, en me tapant sur l'épaule, il me disait au revoir, au fait tu vas être oncle très prochainement. Et je lui ai dit, ça c'était la personnalité de Vincent, tout content, et il partait, je lui ai dit non mais attends, reviens ici. En tout cas, il avait vécu son mariage et cet enfant comme une sorte de preuve pour lui, d'accession à quelque chose de solide et comme un cadeau de la vie et aussi comme le début d'une nouvelle vie, quoi, plus construite justement, je pense. Le petit village de Vadenay accueille cet amour et ce cadeau de la vie, une petite fille. Rachel et Vincent se rencontrent dans un hôpital. Elle, encore élève infirmière, lui, déjà en poste. Ils se ressemblent, ont le même humour, le même amour, discret, secret. Se marier, pourquoi pas, mais ils se pacsent d'abord. En avril 2007, 5 ans après leur rencontre, Rachel épouse Vincent pour le meilleur et pour le pire. 1 an après, leur vie bascule. Je me souviens très bien, ce jour-là, ça reste gravé vraiment dans ma mémoire, parce que j'étais le premier auprès de ma belle-sœur à l'hôpital. Et oui, je me souviens bien de ce que je lui avais demandé d'ailleurs. En arrivant, je lui ai dit mais qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Et elle, forcément, dans les difficultés et l'émotion dans laquelle elle était, elle m'a dit je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Moi, je sais ce que je leur ai dit, c'est sauver-le. Et c'est vrai, c'est le premier réflexe que tout le monde aurait, c'est sauver-le. Vincent, victime de la route. Ce 29 septembre 2008 change à jamais la vie de Rachel et de ce bébé de 2 mois. Une bascule inimaginable d'ailleurs à ce moment-là. L'équipe médicale a décidé de le sortir du coma artificiel pour voir comment son organisme allait se comporter. Et d'ailleurs, je me souviens de ce moment. Vincent a ouvert les yeux. On s'est dit, ça y est, il revient à nous. C'était ce premier réflexe. Et puis, on s'est aperçu que sa présence n'était pas là. Il ouvrait peut-être les yeux. Il avait ces moments de veille, de sommeil, mais sa présence n'était pas là. Tous les soirs, j'allais voir Vincent à Châlons à l'époque. C'était devenu ma priorité. Peut-être trop d'ailleurs, puisque heureusement j'ai eu la chance que mon épouse m'a dit à un moment, mais il y a la situation de Vincent, mais il y a aussi ta famille, on est encore là, et certes il faut stimuler Vincent, il faut essayer de le ramener à nous, mais la vie continue pour tout le monde.
Tout tenter pour Vincent. Rachel Lambert met tout en œuvre avec le corps médical. Rééducation physique, mentale, le stimuler pour le ramener un peu plus proche. Éric Carigère rencontre Vincent à son arrivée dans son service. Un nouveau patient, une nouvelle personnalité à respecter. Derrière chacun d'entre nous, il y a une histoire de vie. Il y a des valeurs, il y a des bonheurs, il y a des convictions, il y a des joies, il y a des peines. Et donc, le travail d'un professionnel de santé, avocat de son malade, respectueux de son malade, c'est bien évidemment de le reconnaître dans sa singularité, dans son identité. 3 années, et puis le diagnostic sévère et sans appel, validé par les plus grands spécialistes. Vincent restera dans un état de conscience minimale, sans espoir d'amélioration. Rachel Lambert accepte alors d'entendre parler de protocole de fin de vie. 2013, l'année où tout bascule à nouveau. J'ai été pendant plus d'1 semaine et demie à être auprès de lui, sans m'apercevoir qu'il n'était plus alimenté. Ça a été le coup de massue. Et ça, pour ça, docteur Carigère, je crois que je ne dirais pas que je lui en voudrais jusqu'à la fin de ma vie, mais ça a été l'élément vraiment marquant, cette brutalité d'avoir, alors que on y allait régulièrement à l'hôpital, et jamais on nous ait reçus pour nous parler de ce qui se passait. À la vie, à la mort, comment passer de l'un à l'autre ? L'impossible décision concernera chaque membre de la famille. Pour Rachel, c'est en conscience et en responsabilité qu'elle acte le protocole de fin de vie. C'est un déchirement total, mais c'est aussi une promesse qu'il faut tenir. Il veut que je sache que si jamais, un jour, il est pour une raison ou pour une autre en état de grande dépendance, il préférerait mourir que de rester cloué sur un lit. Dans mes conclusions, j'emploie une seule fois le mot « j'ai la certitude de », parce que le reste, dans notre métier, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. J'ai la certitude que Vincent Lambert n'aurait pas souhaité vivre dans cet état. Parce qu'on a croisé, un peu comme un bon policier, un bon enquêteur fait son travail, on a croisé nos sources, on a laissé du temps, on a écouté chacun. Et donc la seule certitude dans l'affaire Lambert, c'est celle-là, Vincent Lambert ne souhaitait pas être maintenu en vie dans cet état-là. Vincent ne s'est jamais exprimé sur ce sujet auprès de nous. Et connaissant la personnalité de Vincent, je pense que s'il avait vraiment voulu que l'on sache sa volonté, il aurait fait en sorte qu'on le sache. On a déjà eu des discussions de par nos professions, mais de manière personnelle, jamais on a discuté de ça. Après, je sais qu'il était très attaché à la vie, ça c'est sûr. Il mordait la vie à pleines dents. Il aimait la vie, oui. Ce qu'il aurait voulu, c'est certes ne pas avoir cet accident, ça c'est sûr, ne pas vivre dans un état de lourd handicap, mais comme tout le monde. Moi, il m'avait dit juste une chose, c'était que sa hantise, c'était de finir comme un légume. Quand je dis ça, ses parents disent oui, mais c'est pas un légume. Sous-entendu, ce qu'il a dit, voilà. Sauf que non, ce qui compte, c'est sa définition à lui du légume, c'est pas la définition des parents de Vincent du légume. Cette intime conviction résonne comme un arrêt de mort pour Viviane et Pierre Lambert, les parents de Vincent, pour David et Anne, son frère et sa sœur. La vie de ce jeune homme appartient désormais à la justice, aux médias. Elle sera parfois utilisée comme un étendard. Vincent n'aurait jamais voulu ce déchaînement, ce mépris, ces menaces. Quand on commence à avoir des menaces sur nos enfants, sur la famille, ça c'est plus douloureux parce qu'ils ne sont pas en situation de se protéger et puis ils n'ont rien demandé. Ça a été le cas ? Oui, ça a été le cas. À un moment donné, vous vous dites, est-ce que je ne vais pas trop loin ? Est-ce que ça mérite que je mette en danger la vie de mes enfants, aussi grande la cause que je défende, aussi juste soit la cause que je défende ? La justice, elle, nous et dénoue ce qui est devenu désormais l'affaire Lambert. Valide et invalide les décisions prises par l'équipe médicale, se joue et se raccroche à la loi Leonetti. Face à la justice, Éric Carigère fait front, seul. Il comprend très vite qu'un troisième camp se dessine. Son institution ne le soutient pas. En mai 2013, je me retrouve devant le tribunal administratif sans avocat. Sans avocat. Pour vous dire, alors, même, ok, il y avait urgence, référé, machin, mais ça prouve bien quand même une sorte de mépris.
Moi, nous, on l'a vécu comme ça, et malheureusement, l'histoire nous a donné un petit peu raison. Une sorte de mépris de l'administration hospitalière à l'égard de ces praticiens hospitaliers. On aurait dû faire bloc ensemble pour réfléchir ensemble, pour jouer global, pour jouer ensemble. Mais ils ont voulu jouer perso, sous un principe qui est à mon avis une erreur majeure, que je n'ai pas retrouvé sur d'autres dossiers sensibles dans les CHU ou dans les centres hospitaliers, c'est de jouer chacun son camp. Le camp médical d'un côté, le camp de l'administration de l'autre côté. En tout cas, au plan juridique, on n'a pas encore admis la notion d'un médecin qui donnerait la mort. Donc le médecin, la seule chose que lui permet la loi Leonetti, c'est de ne plus soigner. Ce n'est pas de donner la mort. Et donc quand vous êtes confronté à une situation comme ça où vous risquez votre peau de médecin, et où le législateur ne vous a pas donné un droit clair, eh bien, les choses sont simples. On fait sous le manteau, en cachette. On fait quand tout le monde est d'accord, mais on n'en parle pas trop, ou on ne fait pas. Le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme juge finalement conforme à la loi le protocole de fin de vie mis en place pour Vincent Lambert. Une jurisprudence essentielle. La loi Leonetti devient en 2016 la loi Leonetti-Claes avec de nouveaux droits pour les patients. La personne de confiance n'est pas celle qui doit dire ce qu'elle voudrait pour vous. Elle doit porter témoignage. Les mots ont du sens. Le seul rôle de celui qui vous aime et qui est nommé personne de confiance, c'est de prêter sa voix, de prêter ses lèvres pour dire à votre place ce que vous auriez souhaité. Alors c'est mieux quand la personne de confiance est nommée par écrit, c'est mieux quand nos souhaits sont rédigés dans ce qu'on appelle nos directives anticipées, mais à la rigueur, peu importe. Les droits, là aussi, des directives anticipées ont été renforcés, elles sont maintenant à durée illimitée, elles deviennent contraignantes pour le corps médical. Donc le droit du patient n'a jamais été aussi fort. Depuis la loi de 2002, 2005, 2016, le patient n'a jamais eu autant de droits à être respecté par la société, par sa famille et par le corps médical. Il est évident que les lois doivent évoluer, que les médecins doivent grandir et assumer l'idée qu'avec la vie, il y a la mort. Au nom de l'homme qu'ils aiment, la famille continue à se battre pour lui, à se déchirer. L'affaire Lambert a bouleversé leur vie à jamais. Vincent, cet homme si discret, est aujourd'hui enfermé dans une existence qui n'est plus la sienne. Et sachez que pour la 4e fois, un collège de médecins a entamé l'expertise de Vincent Lambert. La famille attend ses conclusions. Les médecins, justement au cœur de la problématique de fin de vie, mais peut-on aider à mourir alors que l'on a fait le serment de soigner ? Marie-Frédérique Becquet, bonjour, vous êtes psychologue, notamment spécialiste de la pédagogie de la mort. Les médecins sont souvent en première ligne. En quoi leur rôle est-il si crucial ? Nous sommes dans une société qui, depuis les Lumières, Voltaire, Diderot, tente de rationaliser les émotions, tente de rationaliser également toute la dimension animale de l'être humain, en faisant un être spécifique, un être à part. Et l'importance du juridisme, des lois, font qu'aujourd'hui, en France, on a tendance à mettre sous l'égide de la loi, des règlements, l'ensemble finalement de la vie. Aujourd'hui, on incite beaucoup les Français à écrire leurs vœux pour organiser leur mort. Mais peut-on vraiment devancer cette mort ? Alors, à mon avis, c'est très difficile de prétendre rationaliser cette mort. Quand on voit les études qui ont été faites en France et qui sont assez récentes, qui datent en particulier de 2014, 2017, eh bien, on s'aperçoit que les gens n'ont pas envie de remplir ces directives anticipées, d'autant qu'elles sont... Parce que c'est tabou ? Pas seulement, parce qu'elles sont présentées sur un mode extrêmement médical. Or, la mort, c'est aussi une dimension spirituelle. C'est quitter l'univers, c'est perdre de vue ce qui va arriver à notre humanité, à notre planète. Toutes ces questions ne sont évidemment pas posées ni par la médecine et encore moins par la sécurité sociale. Donc vous voyez que là, cette dimension de la mort extrêmement matérialiste et même extrêmement médicale, ne peut pas tout simplement représenter tout ce qu'est la mort. La mort, c'est bien d'autres choses.
Parce que vivre leur est devenu insupportable, certains font le choix du suicide assisté. En Suisse, on appelle cela la mort volontaire accompagnée. Ce sont des associations qui organisent les démarches, des démarches payantes. Une condition est incontournable, être en pleine possession de ses moyens. Quand il parle de bon vin ou de ses troisièmes mi-temps de rugby, Jean Jubien a encore le regard qui pétille. Mais la tête et la main droite sont les seules parties de son corps encore épargnées par la sclérose en plaques qu'il a clouée dans un fauteuil depuis 17 ans. Une immobilité progressive que l'ancien rugbyman a d'abord eu du mal à accepter. Vivre avec la maladie, ça veut dire qu'il fallait accepter des aménagements à mon bureau, accepter d'être moins mobile, à tel point que je ne voulais plus voir mes copains du rugby. Je ne voulais pas qu'on va diminuer physiquement. Il aura fallu à Jean 5 années de thérapie pour accepter sa nouvelle condition. Mais à partir de là, celui qui se définit comme un hédoniste reprend les rênes de son existence pour en vivre pleinement chaque instant. Que ce soit pendant les études ou pendant le rugby, au travail, toujours été un battant. Un battant qui, même cloué dans son fauteuil, même dépendant de ses aides à domicile, de ses amis ou de sa famille, a continué de travailler, d'aller au restaurant ou de chanter. Et ce soir, chorale. Ce soir, c'est un peu particulier, dans la mesure où il y a 2 anniversaires. Alors nous allons bien manger et bien boire. Mais chaque jour, sa mobilité déclinante lui rappelle qu'il est condamné à finir dans un lit. Une fin à laquelle il ne peut se résoudre. J'ai une expression, je dis, j'arrête quand la masse des emmerdements sera supérieure à la masse des satisfactions. Ça veut dire quoi concrètement? Et ça veut dire directement, j'apprécie encore tous les plaisirs de la vie. Mais le jour où je n'ai plus envie de faire l'amour, d'aller au restaurant, d'apprécier le bon vin, c'est fini. Et voilà. Alors maintenant, petit gâteau. Quel intérêt d'être dans un lit, de devenir un légume sur un lit? Je ne veux pas qu'on on va dans un état de délabrement. Il faut arrêter avant. Tu veux que je t'allonge un peu? Tu veux que je te... Ça va, ça va. Alors tant qu'il lui reste un peu de mobilité, Jean Jubien a décidé de prendre son destin à bras-le-corps. Dans quelques mois, il partira pour la Suisse où, avec l'aide d'une association et sous le contrôle d'un médecin, il se donnera la mort. La mort fait partie de la vie. Donc je vis dignement, je veux mourir dignement. Et ça veut dire quoi, mourir dignement? C'est-à-dire dignement, sans souffrir, sans faire appel aux autres. Je veux que tout le monde garde l'image d'un battant. Ce voyage, nous l'avons fait nous aussi. Comme des dizaines de Français chaque année, nous avons passé la frontière en direction de la région de Zurich. Dans un immeuble de bureaux anonymes, nous rencontrons les cadres de Dignitas, l'une des associations suisses qui pratique l'aide à la mort volontaire. Bonjour, monsieur Gaudry. Bienvenue chez Dignitas. Merci beaucoup. En Suisse, depuis le début des années 80, la réflexion sur la fin de vie a accompagné les progrès de la médecine. On peut ajouter des années à ma vie, mais il y a un certain point à laquelle peut-être la médecine ne peut pas ajouter de qualité de vie à mes années. Et eux qui cherchent la qualité de vie de leur point de vue personnel, bien sûr, je veux être en contrôle
quand je finis ma souffrance et ma vie, quand ça n'a pas non plus la qualité de vie que je souhaite. Ici, à condition de bénéficier d'un minimum de capacité physique et d'être en pleine possession de ses moyens intellectuels, on peut demander à mettre un terme à son existence. Un processus long qui demande notamment l'assentiment d'un médecin, mais qui permet de se donner la mort d'une manière douce, en absorbant un puissant anesthésique, du pentobarbital. Cette pentobarbital, la personne le boit, c'est comme un verre d'eau, toute petite quantité. Ils ont dormi vers 2, 3, 4 minutes, se passa dans un coma très très profond et environ une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes plus tard, la respiration devient de plus en plus faible jusqu'à la s'arrête. 8400 citoyens du monde entier ont adhéré à Dignitas pour avoir l'assurance de pouvoir choisir leur fin de vie. Pour ces personnes, la Suisse est une porte de secours face à la douleur ou à la maladie. Une porte de secours que seuls 200 d'entre eux utilisent chaque année, mais qui, pour tous les autres, évite parfois un suicide de désespoir dans des conditions tragiques. La personne qui sait qu'il y a une possibilité d'échapper de sa souffrance, une possibilité accompagnée professionnellement avec un médicament qui fonctionne, cette personne sait, là il y a une sortie de secours. Je ne dois pas mettre fin à mes jours par mes propres mains, je ne dois pas aller devant un train. Et en permettant une fin de vie planifiée et apaisée, l'aide à la mort volontaire adoucit pour les proches l'épreuve de la séparation. C'est toujours dur de perdre une personne qu'on aime. Si c'est par mort naturelle, si c'est par mort volontaire accompagnée, ça n'importe pas, c'est toujours dur. Mais cette possibilité d'une mort volontaire accompagnée, de déterminer sa fin de souffrance et vie, et le processus de préparer jusqu'à un point, permet que la famille et les amis soient partie de ce processus. Et ça les aide pour dire au revoir. Ce voyage en Suisse, Michel Philippin l'a fait lui aussi, il y a 4 ans, pour accompagner son épouse, Mireille. Nous étions profs tous les deux. Mireille, mon épouse, adorait son métier. Nous avons eu 2 enfants qui ont eux-mêmes réussi dans la vie. Nous avons 4 petits-enfants, donc une vie sans histoire et très très heureuse. Jusqu'à cet accident médical. Une erreur lors d'une opération chirurgicale anodine qui laisse à Mireille Philippin des douleurs insupportables, permanentes et résistantes à tous les antalgiques. S'ensuivent alors 5 années d'un parcours thérapeutique jalonné de déceptions et d'une vie qui part en lambeaux. Vivre avec une telle souffrance est vraiment impossible. Une vie d'enfer, une vie de renoncement, plus de loisirs, plus de vie sociale, impossibilité de marcher, des difficultés à soutenir son attention, une dépendance de plus en plus grande. La douleur est une véritable prison. Déclarée en échec thérapeutique, Mireille Philippin décide de mettre un terme à cette vie de souffrance. Mon épouse n'était pas du tout suicidaire, parce qu'elle aimait la vie, elle voulait vivre, elle avait une rage de vivre. Mais sa vie était un enfer qui devenait impossible, et seule la mort pouvait la délivrer. Abandonnée par la médecine et la législation française, refusée en service de soins palliatifs, Mireille n'a alors d'autre choix que de se tourner vers la Suisse. Une décision prise à 2. J'ai dû admettre, et il faut admettre, de laisser la liberté à chacun de décider que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécu. Un être humain n'est pas fait pour vivre à tout prix, sans raison d'exister. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter.
Et c'est très très dur, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter pour elle. On ne peut pas vouloir qu'elle continue à supporter une telle souffrance, rien que pour nous éviter la nôtre. C'est avec l'assistance d'une association suisse qui s'appelle Life Circle et de 2 médecins que Mireille s'est donné volontairement la mort à Bâle. Dans la sérénité, la douceur, le confort absolu, entouré de mon affection et de celle de nos 2 enfants. 4 ans après, Michel Philippin s'est installé dans le sud, dans un village proche de cette calanque, où il a dispersé les cendres de son épouse. Alors, c'est plus facile de faire son deuil, parce qu'elle a eu la fin de vie qu'elle a souhaitée, une fin de vie qui a été belle, comme elle a été belle toute sa vie. Donc elle a eu une fin de vie conforme à son parcours sur cette terre. Et aujourd'hui, le seul regret de Michel, c'est que la France n'ait pas su offrir à Mireille cette fin de vie dans la dignité. La législation française actuelle accule les désespérés au suicide. C'est dramatique, c'est épouvantable, c'est inhumain. Alors, quand on veut obtenir une délivrance, eh bien, en France, on est contraint d'aller s'expatrier. Moi, j'ai du mal à entendre que Mireille s'est suicidée. Pour moi, ce n'est pas un suicide, c'est un acte médical ultime qui n'est pas possible en France. En France, la fin de vie est régie par la loi Claes-Leonetti. Elle a introduit la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais encore faut-il remplir les critères. Dans son cas, Mireille Philippin, que l'on vient d'évoquer, n'a jamais eu accès aux soins palliatifs. Elle n'a jamais été considérée comme malade incurable au sens strict. Mais depuis quand cherche-t-on à encadrer la mort ? Anne Renner, vous êtes historienne à l'Université de Strasbourg. L'homme a-t-il toujours voulu dompter la mort ? Oui, l'homme a toujours voulu dompter la mort. Il l'a encadrée. Cette mort était particulièrement familière pour lui puisqu'elle était au cœur de la vie. C'était une mort publique, une mort prise en charge vraiment par la collectivité, d'abord par les groupes de parenté sous l'Antiquité, puis à partir de la christianisation de la société du IIIe siècle et surtout à partir du XIIIe siècle par l'Église. Et le grand tournant finalement s'opère au XXe siècle. On parle alors de mort ensauvagée. Pour reprendre l'expression de Philippe Ariès, c'est-à-dire que la mort devient beaucoup plus cachée, beaucoup plus individuelle. Elle quitte la vie quotidienne des gens. La notion d'au-delà est récurrente quand on évoque la fin de vie. Pourquoi est-elle si importante, cette notion d'au-delà ? Cet au-delà est très important parce que c'est la destination de l'âme après la mort. Et finalement, ce grand voyage se prépare. Alors, pas tant dans l'Antiquité, où c'est plus la question de la sépulture qui compte, mais surtout dans les sociétés chrétiennes, où finalement, de la capacité à être un bon chrétien pendant sa vie dépend le passage soit au paradis, soit en enfer. Et à quel moment est apparue la notion de mort médicalisée ? Alors cette mort médicalisée, on en voit les prémices déjà au XVIIIe siècle, mais elle s'affirme surtout au XIXe siècle et ensuite au XXe siècle avec les progrès de la médecine. Et ces progrès de la médecine placent de fait le médecin au centre de la mort. Et cette place centrale de la médecine a 2 conséquences aujourd'hui. C'est d'une part la peur de nouvelles maladies, les maladies dégénératives, les cancers, etc., et non plus les maladies infectieuses. Et d'autre part, la question du statut du patient, qui était une question qui finalement ne se posait pas jusque-là.
En France, les soins palliatifs concernent les personnes atteintes de maladies incurables ou chroniques, le plus souvent âgées, mais jeunes également. Alors en quoi consistent ces soins? Comment se mettent-ils en place? Où peut-on les recevoir? Voyez ce reportage réalisé en Lorraine. Oui, hier matin ça a été compliqué, elle a chuté 2 fois, elle a déambulé dans la chambre des voisins, elle a mis des selles partout dans la chambre des voisins, mais pas, pas là où il fallait bien sûr. Elle a fait peur à sa voisine de proximité, elle a dormi, alors après il a fallu adapter le traitement avec le psychiatre, et elle a dormi à partir de 16h30. Voilà, Nous sommes à l'unité de soins palliatifs du CHRU de Nancy, le centre Spielmann, 15 lits. Tous sont occupés. À chaque changement d'équipe, 4 fois par jour, un état des lieux du service est effectué par les soignants. On y fait un point très détaillé de la situation médicale et psychologique de chaque malade, des entrées éventuelles, des décès survenus, avant de se rendre au chevet des patients. Bonjour monsieur. Comment ça va? Bien? Vous avez passé une bonne nuit? Impeccable. Un pouce? Parfait. Pas de douleur à cette heure-ci? Aucune. Qui dit soins palliatifs, souvent pense fin de vie. Oui, ce qui n'est pas le cas. Justement, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un message qu'il faut qu'on arrive à faire passer sur le fait que les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont destinés à des patients gravement malades, mais à des stades très différents de la maladie. Voilà, donc avec des phases palliatives qui sont devenues ces dernières années de plus en plus longues, justement parce qu'il y a eu un certain nombre de progrès dans le domaine médical, alors à la fois dans les traitements et dans la prise en charge plus globale, ce qui permet aux patients de vivre avec des maladies graves dont ils ne guériront pas, mais des maladies qui sont devenues finalement chroniques. Et c'est l'exemple que l'on peut donner du cancer, par exemple, qui est devenu maintenant une maladie chronique dans un certain nombre de cas. Qui dit soins palliatifs dit donc que la maladie est incurable, qu'il va falloir pour le patient vivre avec, l'accepter, en sachant que le temps peut lui être compté. D'où l'importance de ces soins pour atténuer la douleur, pour accompagner le malade et sa famille jusqu'au décès. La décision de mettre un malade en soins palliatifs est pluridisciplinaire, en concertation avec les médecins, radiothérapeutes, radiologues, cancérologues. Que vous disent-ils, ces patients ou ces familles? En général, quelles sont les questions récurrentes qui reviennent? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais mourir? J'en ai pour combien de temps? Ils vont nous faire part de leur angoisse. C'est pas forcément l'angoisse de mourir, c'est plus comment ça va se passer en fait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors tout dépend de la psychologie du patient, mais généralement déjà d'une on ne peut pas donner de délai. Quelquefois l'agonie peut être très très longue. J'essaie d'être le plus rassurant possible. Donc il paraît qu'aujourd'hui il faut qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire. Ah oui. 90 ans, il faut le faire. Et toutes vos dents? Philippe Gaulier est le seul patient de l'unité qui a accepté de nous parler. Il y est arrivé le 4 janvier. Conscient d'être en soins palliatifs, il s'est donc renseigné sur les directives anticipées, exprimant par écrit ses souhaits pour sa fin de vie. Que savez-vous des soins palliatifs? Ça consiste à dire à ses proches et aux médecins, si je viens à mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça consiste aussi à désigner les personnes de confiance. C'est quand même un peu compliqué parce que la personne de confiance, ma femme, elle sera peut-être morte avant moi, j'en sais rien. Mes enfants ne sont pas vraiment sur place. Il y a aussi des questions... Pratique. Question pratique, oui. Est-ce que je souhaite qu'on me prolonge? Moi, non. Mais si les médecins veulent me mettre si je suis dans le coma, enfin, mes enfants peuvent s'y opposer. Vous en parlez de ça avec eux, avec vos enfants? Oui, je leur ai écrit un texte sur mon ordinateur, et puis de temps en temps je corrige ou j'améliore.
Et puis voilà. Philippe Gaulier fait quasi figure d'exception. Sa lucidité, son tempérament, sa dignité sont remarquables. Mais chacun est bien différent. Selon un récent sondage, seuls 14% des Français ont rédigé des directives anticipées, les barrières psychologiques pour penser la mort restant considérables. On n'a quand même pas toujours envie de parler de sa fin de vie ou de la fin de vie de ses proches, ou même dans l'absolu, de parler de la mort, ça reste un sujet tabou, malgré justement plusieurs lois et plusieurs débats de société qui ont eu lieu en France et dans les pays voisins. Ça reste un sujet qui fait peur, voilà, tout simplement, oui, et que notre civilisation a mis de côté par rapport à il y a quelques générations, disons, voilà, où c'était beaucoup plus naturel de mourir à domicile, d'accompagner les personnes en fin de vie. On a un petit peu réservé cette situation à l'hôpital, alors que ça n'est pas le souhait de la majorité des Français de décéder à l'hôpital lorsqu'on les interroge, voilà. Hélène Schlicklin travaille pour Nancy Santé Métropole, une association spécialisée en soins palliatifs à domicile, financée par l'Agence régionale de santé. 150 personnes ont été suivies en 2017. Vous sortez souvent comme ça ? Oui, fréquemment, plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. C'est quand même la base de notre métier, pouvoir voir nos patients chez eux, à leur domicile, parce que finalement, nous, on n'est que des invités. Merci beaucoup de me recevoir. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Ce jour-là, Hélène se rend chez monsieur Monod, 80 ans, pour une visite de contrôle. Son rôle, coordonner la prise en charge du malade avec des intervenants extérieurs si nécessaire. C'est presque vous qui avez déclaré la situation palliative en disant non, plus de traitement, on arrête quoi. Les gens en coloc étaient d'accord. Oui, tout à fait, voilà. Il ne faut pas rigoler. Oui. Prendre un traitement pour avoir de la flotte dans le ventre, non, merci bien. Tout ce que l'on a fait. Qu'ai-je, moi, comme soin palliatif, à part ma femme qui fait tout sur moi. Vous n'avez pas d'autres aides que votre épouse. Oui. Et vous n'en voulez pas. Non, c'est humiliant son état. C'est humiliant. Humiliant. De toute façon, je ferai toujours ce qu'il faut. Pour lui, hein, ça fait quand même 57 ans qu'on est mariés, hein, mais pour lui, comme il me dit, mais enfin, attends, ma situation, c'est tellement humiliant, traumatisant, avoir quelqu'un qui va venir chez vous, qu'il faut attendre, et pour le coucher, quand on va se coucher, je sais plus ce que c'est, allez, on est fatigué, allez vite, on passe aux toilettes, et hop, je rentre dans mon lit, je sais plus ce que c'est de ça. Il faut toujours que je le prépare... il faut que je lui mette la poche pour la nuit. Alors déjà, on vide la poche de jour, il va dans le lit, après, hop, j'ai du mal à visser maintenant la poche de nuit, et seulement après que j'ai fait tout ça, seulement après, je peux rentrer dans mon lit. Mais il m'arrive, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je pète les plombs. Et donc, comment vous voyez les choses évoluer, du coup, sachant que vous savez ce que vous avez ? Je sais pas. Le matin, je me réveille, je dis tiens, t'es toujours en vie. Ce sont les médecins traitants, médecins de l'hôpital, cliniques, les infirmiers libéraux qui contactent le réseau Nancy Santé Métropole pour le suivi des malades à domicile, la condition sine qua non étant la présence d'aidants. Donc l'aidant a un rôle énorme, un rôle psychologique de par la responsabilité engagée. Quand est-ce que l'aidant doit donner l'alerte sur une situation médicale qui se dégrade ? Donc ça va être aussi notre rôle, que de devoir essayer d'anticiper les choses et essayer de voir quand l'urgence va arriver, alors ce qui est très compliqué. Seuls 23% des Français meurent à domicile. C'était le souhait du père de Claire, décédé il y a un peu plus d'1 an d'un cancer. Son épouse et ses 10 enfants se sont relayés quotidiennement autour de lui durant le mois qui a précédé sa mort, des moments inoubliables mais aussi difficiles. Il faut savoir anticiper, savoir tirer la sonnette d'alarme. Donc on n'est plus à l'hôpital, on n'a pas la sonnette, la fameuse sonnette qui relie au service.
Donc c'est vrai qu'on est laissé en autonomie. Donc c'est vrai que nous, on l'a fait, on était 5 ou 6 à se relayer en permanence. Et à la fin, on était 3 ou 4, voire 5, toujours là. On ne l'a pas laissé une minute tout seul, ça c'est certain. On mangeait à tour de rôle, on dormait à côté de lui. Et on a eu cette énorme chance de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que le message à faire passer, c'est que c'est compliqué. Si on ne peut pas le faire, je pense que c'est pas grave en soi. C'est vraiment la qualité des échanges qu'on a avec le malade à la fin, lui montrer qu'on est là, qu'on l'aime, et voilà, ça c'est important. Pour ceux qui sont en soins palliatifs à l'hôpital ou en maison de retraite, des équipes mobiles se déplacent sur le terrain. Ici, celle du CHRU de Nancy qui va apporter une expertise dans cette EHPAD de l'agglomération nancéenne sur des cas de gériatrie palliative. Elle refuse d'en parler, c'est oui, peut-être voilà. Là, plus là-dedans. Oui. Mais c'est peut-être juste un mécanisme de défense oui, qu'elle met en place. Souvent, on ne sait pas comment réagir, comment faire. Donc, et puis, on n'a pas beaucoup de temps non plus, parce qu'on ne peut pas accorder tout le temps qu'on voudrait. Parce qu'à la fin de vie, ça demande quand même un investissement particulier. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande chance d'avoir les soins palliatifs. On ne se substitue pas aux professionnels que le patient et que son entourage connaît. On ne va pas venir faire à la place d'eux. Par contre, on va venir apporter un regard extérieur, une expertise pour pouvoir aider les équipes, pour pouvoir aider les proches, pour pouvoir aider le patient à continuer. Une fin de vie différente à chaque patient, complexe parfois pour les soignants, une fin de vie où le temps ne compte pas, pour laquelle le patient est accompagné à chaque instant. Cette réalité est omniprésente à l'unité de soins palliatifs de Nancy, grâce aux soignants, mais aussi à l'intervention de bénévoles comme Marie-Reine de l'association de soins palliatifs accompagnés. Je viens sans ambition, sans passer un temps avec eux. Point. Je ne sais pas comment je vais les trouver, je sais, débutante à chaque fois que je rentre dans une chambre. Je ne sais pas, ça peut très bien se passer une fois, puis la fois suivante, comme ils me disent je ne veux pas causer, et sens inverse. On vient vivre un moment avec eux. Moi, je passe dire bonjour et vous souhaitez que ça aille de mieux en mieux. On fait au mieux. Non mais, bon, tranquille, d'accord ? Une écoute multiple qui peut aussi se faire par des aumôniers, chaque religion étant représentée. Mon rôle, c'est d'abord de dire que l'Église est présente et vient accompagner, écouter les personnes. Et s'ils ont des demandes à faire, eh bien, ils font leurs demandes. Quelle demande, par exemple ? Ça peut être une demande de prière, ça peut être une demande de sacrement, ça peut être une demande d'écoute, d'accompagnement. Voilà. C'est vous qui avez organisé, là ? Voilà. Bon, on va à Noël, on avait des danseuses, on fait la fête de la musique dehors, on danse. On va laisser notre adresse les invitations. On voit des personnes qui arrivent à gagner des jours, des semaines, des mois de vie, parce qu'ils sont dans un service où ils ont un environnement médical, notamment pour le traitement de la douleur, des soins de confort, et puis un environnement humain de grande qualité. Parce que les soins palliatifs, c'est aussi un accompagnement philosophique, psychologique, spirituel et social. Donc c'est un tout. À l'unité de soins palliatifs de Nancy, les malades vivent au jour le jour, profitant de chaque instant de la vie. Le centre Spielmann enregistre 75% de décès pour 25% de retour à domicile. Parlons de cet appel des 156 députés. Que vous inspire-t-il ? D'abord, c'est la première fois qu'autant de parlementaires signent une tribune et autant de députés. Et en plus, la grande nouveauté, c'est qu'il y a des parlementaires de tous les partis, ce qui ne s'est jamais vu. Et dans le même temps, 85 parlementaires qui ont répondu à ce premier document, à cette première lettre, pour dire qu'ils étaient contre. Qu'est-ce qui bloque en France ? Vous savez, on a voulu faire de la question de la fin de vie une affaire médicale.
alors que c'est une affaire citoyenne. On a confié toutes les missions depuis 15 ans à des médecins qui ont traité ça en médecin, donc d'une manière médicale, n'entendant pas la parole du patient. Et on a fait des lois qui étaient des lois sur les devoirs des médecins et pas des lois qui placent la personne en fin de vie au centre de la décision. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, qu'on en est à 3 lois Leonetti. Et précisément, on l'a entendu un petit peu plus tôt dans cette émission, on a parlé du rôle du médecin, clé de voûte de cette question de l'euthanasie. On a entendu l'avocat de la famille de Vincent Lambert qui disait « les médecins doivent grandir ». C'est-à-dire que les médecins doivent entendre la souffrance des gens. Vous savez, c'est vrai qu'on leur enseigne qu'il faut nous guérir à tout prix. Sauf, vous savez, on est tous mortels. 100% d'entre nous allons mourir. Et il faut aussi que les médecins l'entendent. Alors je crois que les nouvelles générations vont peut-être l'entendre, mais il y a un problème, c'est vrai, dans l'enseignement, où voilà, on leur dit il faut vivre, faire vivre à tout prix les gens. Et évidemment, on en arrive à des extrémités comme celles que nous avons aujourd'hui. En plus, avec les progrès médicaux. Aujourd'hui, il y a des machines qui vous font vivre très très longtemps. Alors qu'il y a 50 ans, vous seriez morte en quelques heures. Dans un sondage IFOP paru en janvier dans La Croix, 89% des Français se prononcent en faveur de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce sont quand même deux choses très différentes, euthanasie, suicide assisté. Que défendez-vous, vous, en tant que président de la DMD ? Mais nous, à la DMD, nous défendons une loi comme, par exemple, les Hollandais, comme les Luxembourgeois, qui ont une loi complète, qui permet d'un côté la légalisation de l'euthanasie et de l'autre côté la légalisation aussi du suicide assisté, qui sont deux modalités différentes, qui sont tout à fait complémentaires et qui, légalisées toutes les deux, seront aussi un complément des soins palliatifs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un accès universel aux soins palliatifs aussi, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans notre pays. Vous voulez tout en fait. Oui, mais c'est normal, c'est quand même assez incroyable de voir dans notre pays qu'on met beaucoup d'argent pour le début de la vie, et tant mieux, il ne faut surtout pas changer ça. Par contre, en fin de vie, on a l'impression qu'on n'est plus des citoyens. On ne trouve pas l'argent pour les soins palliatifs, on ne trouve pas de l'argent pour former les soignants, on ne trouve pas de l'argent pour aider les aidants. Donc il y a un moment, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est normal que dans un pays laïque et démocratique, on ne soit pas un citoyen jusqu'à la fin? Autrefois, pour faire face à la mort, dans un monde empreint de religion, on construisait des cathédrales, des églises, un lien entre notre monde et l'au-delà. Aujourd'hui, dans une France laïque, il faut repenser notre rapport à la mort. Un débat parlementaire va s'ouvrir prochainement. Il bousculera sans aucun doute la société française. À très bientôt.